c'est la 10. À mesure que j'avance dans ces expériences de lecture 30 minutes, on se lance, chrono, pas de montage. Les questions, elles se multiplient à l'horizontale. Et c'est pas moi qui pose les questions, c'est comme si, dans le temps même de la lecture, t'as blum blum, petit truc qui s'allume, blum blum, petit truc qui s'allume. Par exemple, la question de l'essai. Ce que tu fais là sur ta table, c'est ça qui t'aiguise, prendre de l'essai. Est-ce que l'essai, ça tient aussi, la lecture à 30 minutes avec la même tension? Est-ce qu'on met du contemporain? De quel droit? Est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on se contraint aux choses plus anciennes? Puis la question aussi du fantastique. Pour moi, c'est la question, évidemment, la plus centrale tout le temps. Donc, délibérément, tu dis, j'ouvre le registre du fantastique. Vladimir Stepanovich, excusez-moi si je prononce mal, La mort de Monsieur Golouja. Texte culte s'il en est. Et puis, depuis l'éclatement de la vieille Yougoslavie, j'ai jamais pu avoir d'autres nouvelles de Vladimir Stepanovich. Si vous en avez, vous me les donnez. Question de format aussi. C'est-à-dire là, le livre et autres nouvelles. Donc la mort de Monsieur Golouja, ça vient jusqu'ici. 39 pages. C'est-à-dire que moi, si je lisais chaque page en 50 secondes, j'y arriverais, mais chaque page va me demander 1 minute 20, 1 minute 30. Donc je ne vais pas pouvoir vous donner la fin. Bah ouais, mais la frustration, c'est pas grave. On voit le mécanisme, on voit comment ça se fabrique, on entend la phrase. Et si pour vous il y a une tension, bah cette frustration-là, vous ferez le chemin vers le livre, on le trouve. Mais ça aurait pu être un livre uniquement. Moi, est-ce que La mort de Monsieur Golouja, c'est une nouvelle comme une autre ou c'est un récit complet? Alors, ils remplissent avec 2 autres textes. La honte, avant la vérité, c'est pas des demi-textes. C'est aussi Vladimir Stepanovich. N'empêche qu'on achète le livre pour La mort de Monsieur Golouja. Alors, 30 minutes. Alarme. Démarrer. Quelques jours passèrent. Alors je vais essayer de ne pas parler en même temps que lire, ça parasite. Mais ça aussi pour moi c'est une question. C'est-à-dire, tu ne sais pas ta propre voix lisant un texte avant que le texte a commencé. C'est-à-dire, tu commences le texte et tu découvres qu'instinctivement dans ce jeu de regard et de ce que tu sais du livre, ta voix est déjà quelque chose qui ne t'appartient plus, qui est entre toi et le livre. Et pourtant, quelques jours passèrent. Ouais, ça veut dire que déjà quelque chose a commencé. Quelques jours passèrent, depuis quoi? Puis ensuite, ces 2 adjectifs. Quelques jours passèrent, lourds et incertains. La traduction du serbe est de Jean Desca. Ça a été publié par L'Âge d'Homme en 1978. Quelques jours passèrent, lourds et incertains, et on ne savait toujours rien d'autre que son nom bizarre, Monsieur Golouja, inscrit en coursive. Quelques jours passèrent, lourds et incertains, et on ne savait toujours rien d'autre que son nom bizarre, Monsieur Golouja, inscrit en cursive inclinée dans le registre poussiéreux de l'hôtel. C'est en vain que les plus désœuvrés surveillaient ses allées et venues dans l'espoir qu'il trahirait ses intentions par quelques gestes imprudents. Long et maigre, en costume noir, un chapeau noir enfoncé sur les yeux pour se cacher du soleil, ou peut-être des regards. L'inconnu semblait prendre un... On a ton nom. Est-ce que tu es moins inconnu pour autant?
La preuve que non. On a tout ce qui le... chapeau, manteau, tout ce qui le sépare, justement, de la connaissance possible par les autres. L'inconnu semblait prendre un malin plaisir à ne pas poser de questions. On te connaît par les questions que tu poses. C'est une belle protection. Moi, ça a toujours été aussi mon mode de fonctionner, sans que j'ai jamais compris comment il avait pu s'établir. À quelle période de la vie, depuis quel événement. Semblait prendre un malin plaisir à ne pas poser de questions, n'envoyer aucune lettre et ne jamais téléphoner. Ce qui date le texte. À peu près. Il allait insaisissable et imprévisible ainsi qu'une ombre solitaire. Un décalage vers un registre plus poétique. Il allait insaisissable et imprévisible ainsi qu'une ombre solitaire. Il a de l'argent, disaient les plus pauvres. Ça doit être un joueur. Hélas non, soupiraient les vieux matois. Nous l'aurions déjà laissé sans pantalon. Ce n'était sûrement pas un espion, car il parlait souvent tout seul. Tiens, là on en apprend. Et fuyait la compagnie jusqu'à en être déplaisant. Quelqu'un finit par dire « Et s'il était tout simplement venu pour se reposer ?» Mais comment admettre que parmi tant de lieux de vacances, un monsieur aussi important aurait choisi ce bourg modeste ? Que lui avons-nous fait, gémissaient les plus curieux, pour qu'il nous fasse languir ainsi ? N'allons-nous jamais savoir qui il est, d'où il vient et ce qu'il compte faire ? Vous ne voyez donc pas qu'il porte le malheur sur son visage, s'écria une femme. Les plus impatients coururent au pont, le pont qui va avoir évidemment un rôle central tout du long. L'histoire, c'est le pont, c'est pas l'homme. Monsieur Goulouja, tel un corbeau sinistre, se tenait là tous les après-midi. Penché au-dessus du parapet de pierre, il regardait d'un air absorbé la rivière violette couler vers le nord. Ne l'y trouvant pas, on crut qu'il avait mystérieusement disparu en emportant son secret. « C'est bien fait pour nous, ça nous apprendra à tergiverser, dit quelqu'un. C'est bien fait pour nous, ça nous apprendra à tergiverser, dit quelqu'un qui tergiversait toujours. » À ce moment précis, M. Goulouja surgit on ne sait d'où et entra dans le café. Cherchant d'un regard absent une table libre, il se fraya un chemin parmi les consommateurs interdits, et tous remarquèrent qu'en effet il avait l'air inquiet. Il s'arrêta un instant, et croyant qu'il allait se joindre à eux, plusieurs se mirent à approcher leurs chaises. Mais il se pencha vers le garçon, lui commanda à voix basse une double portion de sauté de bœuf. Et moi je me souviens, dans ces 15 jours en 1979, où j'avais été travailler dans une usine à Prague, et qu'on m'avait logé dans une espèce de foyer d'apprentis, et puis il y avait les petits déjeuners, j'avais un interprète là, qui lui était de Braunau. Je me souviens très bien du bonhomme, et le petit déjeuner, on nous servait de la goulash. Ouais, c'est super bon, petit déj, la goulash. Moi, j'en avais trop pour moi. Lui, le bonhomme, il se les prenait les deux parts, pratiquement. Une double portion de goulash, non, ça irait pas, une double portion de sauté de bœuf, et gagna le coin le plus sombre. Tournant le dos à la compagnie, il s'assit à part, sans ôter son chapeau noir. Là, c'est une image qui vient presque plutôt de la peinture. Comme s'il n'était entré que pour se reposer un instant. Alors là, il va trop fort, il ne fait même pas attention à nous, explosa l'un des plus susceptibles. C'était peut-être la dernière occasion de mettre fin aux suppositions et de tâcher d'en avoir le cœur net, mais personne n'osait lui adresser la parole. Il se contentait de regarder fixement son dos étroit et voûté. Sentant leur regard darder sur sa nuque comme des flèches émoussées, il se pencha encore davantage et se mit à manger plus vite. En fait, il avait envie de se retourner, de lier connaissance avec ces gens, mais il avait peur de leur raillerie. Les gens se moquaient souvent de lui. Vous voyez, comme on est passé d'un narrateur qui est côté des spectateurs et à qui Goulouja tourne le dos, et
hop, juste avec le privilège de l'assiette et qu'on mange plus vite, voilà que maintenant on est subjectivement du côté de Golouja par rapport à ceux qui lui tournent le dos. Les gens se moquaient souvent de lui, même quand il leur donnait les meilleures preuves de ses bonnes intentions. Bien sûr, les plus insolentes étaient les femmes. Dédaignant ses avances, elles ne manquaient point de lui montrer qu'il leur faisait pitié. Très Beckett, ce personnage. Il ne croyait pas plus insignifiant, il ne se croyait pas plus insignifiant que les autres, mais à la longue, il avait fini par s'accommoder de son triste sort, s'isolant de plus en plus. Il restait à l'affût d'événements qui mettraient un peu de beauté dans le désert de sa vie, espérant en secret que quelque beauté capiteuse ou quelque riche veuve, là, c'est aussi intéressant de voir comment un texte est daté par les limites qu'il se prend. C'est-à-dire que là, on a fait une autre jonction. On est passé des spectateurs par rapport au dos de Golouja. On est passé à Golouja mangeant, s'exprimant sur les spectateurs dans son dos. Et là, on est passé dans Golouja vis-à-vis de lui-même dans sa tête. Et on change d'étage narratif, mais sans transition perceptible. Par contre, on nous donne un état social par étage du personnage que lui, on pourrait considérer comme daté, espérant en secret que quelque beauté capiteuse ou quelque riche veuve tomberait un jour à ses pieds ou qu'il gagnerait quelque grosse somme à la loterie. Pour l'instant, il mangeait en silence. Retour au narrateur omniscient, regardant. Tout fier de susciter la curiosité générale, mais trop prudent pour lier conversation avec ces gens dont les tout sottements discrets rompaient de loin en loin le lourd silence qui emplissait la salle. « Dites, monsieur, qu'est-ce que vous faites tout le temps sur le pont ?» demanda soudain une voix mal assurée. « Je ne sais pas nager, alors comme ça, par défi, je crache dans la rivière. »« C'est nous que vous défiez ?» Monsieur Golouja s'arrêta de manger. Ses longs doigts maigres se mirent à trembler sur la nappe maculée, mais il se tut prudemment. « D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites dans notre ville ? Vous y avez sûrement quelque affaire importante ? Ou peut-être que vous fuyez quelqu'un ?» Il fit mine de se lever, mais se ravisa et se contenta d'allumer une cigarette. Il se retourna et les regarda d'un air étonné. « Expliquez-vous, à la fin, vous n'êtes tout de même pas venu ici par erreur. » Là, ça y est, on y est dans le corps du récit. Monsieur Golouja se demanda alors s'il était arrivé par hasard ou parce que quelque chose en lui l'empêchait mystérieusement d'atteindre le bord de la mer. D'ailleurs, maintenant, ça n'avait plus d'importance. Tout ce qu'il savait, c'est que 3 jours plus tôt, il était descendu d'un train et avait longtemps attendu la correspondance sur un quai de gare désert, parfumé de scories, chauffé à blanc par le soleil. Il avait eu alors l'idée de profiter de ce contretemps pour visiter cette bourgade, errant sans but par les rues étroites bordées de vieux arbres. Soudain, il n'eut plus envie de continuer son voyage vers la mer, qu'il n'avait d'ailleurs jamais vue. Sans réfléchir, il avait porté ses valises dans une chambre d'hôtel dont les 2 fenêtres étroites donnaient sur une rivière. Il découvrit plusieurs petits bistrots affichant des repas à prix très modiques et fut tout heureux à l'idée de passer son petit congé à Noël de façon non seulement plus économique, mais à en juger par l'intérêt qu'il suscitait, beaucoup plus excitante qu'au bord de cette fameuse mer. « J'ai choisi votre localité, dit-il ensuite. « Pourquoi l'avez-vous choisi ?» demandèrent-ils, haletant de curiosité. « Pour me reposer. »« C'est pas vrai, monsieur. Personne n'est assez fou pour passer son temps ici sans y être obligé. » « D'accord, dit-il, en tout sautant nerveusement. Je suis descendu du train par erreur. »« Quel train ? Qu'est-ce que vous nous chantez là ? D'ailleurs, si vous êtes ici par erreur, pourquoi y êtes-vous resté 3 jours ? »
J'en sais rien, j'ai peut-être eu le coup de foudre pour votre patelin. Vous vous moquez de nous. Nous savons très bien qu'il n'y a rien d'attrayant ici. Monsieur Golouja baissa la tête, prêtant l'oreille à la pluie légère qui tombait. Tu retournes sur le dehors, et c'est juste par l'auditif, et comme par hasard, la pluie, c'est-à-dire l'intérieur qui s'isole lui-même, pour parler de l'homme isolé au milieu des autres. Monsieur Golouja baissa la tête, prêtant l'oreille à la pluie légère. Et en même temps, là, la possibilité d'avoir amené ce registre aussi poétique, eh bien, on peut le laisser courir aussi, juste comme en surplomb léger du texte. Et quand vous en avez besoin, que le texte vous laisse, hop, prêtant l'oreille à la pluie légère. Tout est sur les adjectifs. Bravo le traducteur, qui tombait depuis quelques instants du ciel surchauffé. On ne quitte pas la menace pour autant. Il cherchait une réponse capable de les satisfaire. J'ai dû rester ici parce que je suis tombé malade. Et au lieu de prendre des remèdes et des infusions, vous vous gavez de plats gras et épicés. Vous n'avez pas besoin de toutes ces calories en plein été. Les repas sont si bon marché, ça donnerait de l'appétit à n'importe qui. Pas d'histoire, vous avez d'autres raisons. En fait, vous prenez des forces. Vous vous préparez à faire quelque chose. C'est juste, s'écria-t-il, je me prépare à aller à la mer. Quoi faire à la mer? Vous savez même pas nager. Bon, blum, blum, ça tourne en rond. Il se tut de nouveau, voyant qu'il ne parviendrait pas à dissiper leurs soupçons et que la situation commençait à dégénérer. Déjà, leurs voix tremblaient, leurs mains avaient des gestes violents. Il décida de vider les lieux sans plus attendre. Allons, pour la dernière fois, dites-nous pourquoi vous avez choisi notre ville. Et si je refuse? Nous en conclurons que vous préparez un mauvais coup. Vous avez peut-être l'intention de tuer quelqu'un. Vous trouvez que j'ai une tête à tuer quelqu'un? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre. Mais on ne tue que les autres, mon cher monsieur. De ses doigts tremblants, il desserra sa cravate, se déboutonna le col de sa chemise, puis il soupira avec amertume. Allons donc. Un homme digne de ce nom doit être capable de se tuer lui-même. C'est juste une réponse qui est dans l'ordre de la rhétorique, à cause d'un mot égaré. Et évidemment, là, le récit prend une autre verticalité. Allons donc, un homme digne de ce nom doit être capable de se tuer lui-même. Vous n'avez tout de même pas l'intention de vous tuer, chuchota un petit bonhomme en se faisant encore plus petit. Voyant leur visage dévoré de curiosité, il eut soudain envie de les mystifier. De toute façon, il ne le laisserait pas finir son sauté de bœuf. Eh bien, soit, je vais tout vous dire, j'ai choisi votre charmante localité pour faire mes adieux à la vie. Ils se levèrent tous ensemble, vinrent l'entourer, le considérer avec une sorte de déférence attristée. Il en fut enchanté, et souriant d'un air énigmatique, il alluma posément une cigarette. « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi cette décision ?»« La mort est une grande chose, » murmura M. Golouja d'un air absent. « Vous avez eu un grand malheur. Si c'est à cause des femmes, ne faites pas ça, les femmes ne valent rien. On est toujours suicidé. On s'est toujours suicidé à cause des femmes ou à cause du jeu, dit un vieux. La vie est un jeu de hasard, sourit-il, mais vous ne pouvez pas saisir. Il s'agit d'une chose très particulière. Il se taisait, immobile, humble, peut-être effrayé par cette chose dangereuse qu'il ne pouvait pas saisir. Cessez de l'importuner, dit un notable. Ce monsieur sait certainement ce qu'il veut. Je l'ai toujours su, dit M. Golouja, et d'un geste machinal de sa main gauche, il tira son porte-monnaie, il en vida le contenu sur la table, compta sa monnaie avec soin et mit d'un côté le prix de son sauté de bœuf et de son pain. « Mais monsieur, s'écria le garçon en se pliant en deux, vous voulez plaisanter? Comment cela, dit-il en pâlissant, les prix ont augmenté? Au contraire, monsieur, ne payez rien. Vous nous avez fait un grand honneur, à moi-même et à tout le café. »
Une ligne sautée. Pas plus. Dès cet instant, la vie de M. Golouja prit un cours tout à fait inattendu. La population de la bourgade, surprise par son projet, voulut montrer son hospitalité et rendre ses derniers jours agréables. Le directeur de l'hôtel lui fit savoir que son établissement, très honoré de l'accueillir, prenait à la charge tous ses frais de séjour. Dès le lendemain, coiffeurs, tailleurs, cordonniers, horlogers, voitures de louage vinrent lui offrir leurs services. Les gens les plus aisés et les plus en vue lui firent savoir avec tout le tact voulu qu'ils pouvaient, en cas de besoin, disposer de leur bourse. Les premiers jours, il se déroba à toutes ses largesses, persuadé qu'il était la victime d'une vaste mystification. Il déclinait toutes les offres, refusait les cadeaux et s'efforçait avec d'ailleurs beaucoup de maladresse de repousser toutes les avances, répétant obstinément qu'il ne méritait nullement et ne souhaitait pas tant d'attention. Il songeait même à repartir discrètement, la nuit, par le premier train, quitte à s'en aller au bord de la mer. Mais il céda à la tentation d'attendre les événements, pressentant la venue de je ne sais quelle chose excitante qu'il avait toujours désirée en secret et qui valait la peine de prendre quelques risques. Il décida de rester encore un peu dans ce pays de fous, mais se montrer très prudent à l'égard des offres qu'on lui faisait. Il le sentait bien pour l'attirer dans un traquenard. Les gens trouvèrent que sa réserve et sa discrétion étaient bien d'un être exceptionnel, dédaigneux des plaisirs du monde, et qui a choisi de mourir. Il tâchait par tous les moyens de se rapprocher de lui et de gagner son amitié. Il l'invitait à des dîners, aux fêtes de famille et aux anniversaires, le priait de servir de parrain, le suppliait de leur expliquer cette fameuse chose qu'il était parvenu à saisir. M. Golouja se dérobait gauchement et, souriant malgré lui, disait son étonnement. « Je ne vous comprends pas. À vous voir faire, on pourrait croire que vous m'enviez. »« Bien sûr que nous vous envions, murmurait-il d'un air ému. Nous n'aurions jamais osé faire une chose pareille, car nous avons peur de tout, surtout de la mort. »« Alors laissez-moi tranquille, leur répétait-il. » « Mais ce ne serait pas honnête, dit quelqu'un. Nous ne pouvons pas rester indifférents après le grand service que vous nous avez rendu. »« Moi » fit-il prudemment. « Mais vous, bien sûr. Vous nous avez rendu l'espoir. Vous nous avez montré que chez nous aussi, il pouvait se passer quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de terrible et d'émouvant. » Il commençait à se prendre au sérieux. Car, avec d'infinis ménagements, il est vrai, ils essayaient de lui faire dire quel jour il comptait se tuer. Ils avaient surtout envie de savoir s'il avait l'intention de faire cela en public. Il lui en aurait bien tiré, il lui en aurait... il lui en aurait su bien du gré, car... on aurait pu convoquer la télévision pour filmer tout l'événement. Ou s'il accomplirait son geste en cachette, sans témoin. À leur grand dépit, il se contentait de hocher la tête et les laissait dans la plus totale incertitude. En même temps, il était pris à leur grand dépit, il se contentait de hocher la tête et les laissait dans la plus totale incertitude. En même temps, il était pris d'un frisson de plaisir, voyant qu'il les avait subjugués et sentant confusément, c'est ça le problème quand on lit comme ça, t'as pas le droit de sauter là. Tu peux te confier à la précision. La plus totale incertitude, oui c'est dur. Des fois c'est pour ça que je fais ces exercices de consonnes. Là ça donnerait... L, L, S, D, L, P, T, T, I, C, R, T, D, E, M, T, I, T, P, D, F, R. À leur grand dépit, ils se contentaient de hocher la tête et les laissaient dans la plus totale incertitude. En même temps, il était pris d'un frisson de plaisir, voyant qu'il les avait subjugués et sentant confusément qu'un grand bouleversement allait bientôt lui permettre de se jouer d'eux. Il ne se trompait pas. Un matin,
vers la fin septembre, alors que la lumière éclaboussait les toits et les couronnes déjà jaunies des tilleuls. L'une des plus jolies femmes de la ville entra dans sa chambre, les yeux pleins de larmes. Elle lui conta que la nuit précédente, elle avait rêvé qu'il se perçait le cœur avec un couteau. Réveillée en sursaut, désespérée, elle avait reconnu en lui l'homme qu'elle avait attendu toute sa vie, celui qui lui ferait connaître l'amour. Monsieur Golouja chancela, comprenant soudain avec cet effroi que l'on éprouve qu'à la vue des belles choses, que son rêve était en train de se réaliser. Elle répondit d'une voix étranglée. « Pour vous, madame, je suis prêt même à vivre. » C'est une autre difficulté de la lecture. T'as pas le droit de te payer une crise de fou rire à cause de ce que tu es en train de lire. Hein. Oui, mais il n'en est pas question, gémit-elle en se jetant dans ses bras. Ce serait un sacrifice inutile. Ce qui me trouble, c'est justement que vous allez mourir bientôt de votre plein gré et que je vais vous perdre pour toujours. Alors commença la vraie vie de M. Golouja. Ne craignant plus de manigance, il s'abandonna à tous les plaisirs que lui offrait en abondance cette bourgade hospitalière. Il ne refusait plus rien. Il demandait même, sous prétexte de mieux saisir la chose, qu'on lui fît les meilleures conditions possibles pour réfléchir. Les gens faisaient tout pour lui complaire. On lui servait les meilleurs plats, les vins les plus chers, on lui offrait les vêtements les plus élégants, et les jolies femmes de la ville, persuadées que quoi qu'il en dît, c'était un chagrin d'amour qui le poussait à la mort, faisaient de leur mieux le matin, quand leur mari était à leur bureau, pour le consoler à leur manière et réhabiliter les femmes à leurs yeux, à ses yeux. Bientôt, pour n'avoir plus à se cacher, elles firent courir le bruit que M. Golouja était voyant et qu'il lisait l'avenir dans les lignes de la main et dans le marc de café. Ce qu'il faisait de la vie, c'est marrant aussi, comme ce livre qui est devenu culte par son tragique, même forme de tragique, ses cousins, ça peut être Kafka, Beckett, etc., en respectant l'échelle, parce qu'il y a M. Golouja et l'œuvre de Branimir Štěpanovič n'est pas tout entière sur ce genre de choses, qu'on se fait penser aussi à la panne de Friedrich Dürrenmatt, même tenseur. Mais comme dans Dürrenmatt, alors est-ce que c'est lié à l'Europe centrale? Est-ce que même que Branimir Štěpanovič, bien sûr, a dû lire Dürrenmatt? Alors, cette veine de gros comique, mais ça aussi c'est chez Kafka, c'est dans la peinture de Gross, hein, l'expressionnisme, l'ancien empire austro-hongrois, disons, puisque là ça les englobait, même si c'est en langue serbe, mais que ce gros comique participe lui aussi d'une histoire qui pourtant tient sur un fil si aigu de vie et de mort et de paroles entre les deux. Ce qu'il faisait de la vie commune de façon aussi compétente que consciencieuse. Il restait longtemps enfermé avec chacune de ces dames et scrutait son avenir jusque dans les moindres détails, sans jamais se plaindre qu'on le dérangeât ou qu'on lui prît le temps dû à la réflexion, ce qui prouvait une fois de plus qu'il n'était pas comme les autres. Les hommes aussi allaient le voir, pour de toute autre raison, bien entendu. Ils lui demandaient conseil, lui faisaient leurs doléances, lui confiaient leurs secrets. Ainsi, un jour de pluie et de brouillard, encore la météo, un homme au visage candide avoua à M. Golouja qu'il avait, plus ou moins délibérément, tué beaucoup de bêtes et de gens, et qu'il se demandait s'il n'avait pas chargé beaucoup de bêtes et de gens, s'il n'avait pas chargé son âme de quelque péché. C'est un péché de tuer les animaux, dit M. Golouja, mais les gens ce n'est pas pareil, en fait vous les avez délivrés des souffrances de la vie. Si on veut, fit l'homme au visage candide, admettons-le, dit M. Golouja magnanime, en se levant pour signifier que l'entretien était terminé. Comme on peut voir, il savait se montrer ferme, car il se tenait déjà pour un personnage important. Il prenait maintenant tout ce qui arrivait avec calme et dignité. J'ai pas vu passer le temps, on en est juste à la moitié, même pas. Comme on accepte un dû
Il ne songeait nullement à reprendre le cours fastidieux de son ancienne vie. Allez, vous savez, j'arrête, pause, puis on se le fait jusqu'au bout. Je m'étais juré que je ferais jamais ça. Entre un bureau poussiéreux et une petite chambre de célibataire toujours vide. Tu resteras toujours ici, se disait-il. C'est ici que c'est arrivé. Vers la fin de l'automne, une étrange lueur apparut sur son visage. Derrière une coquille, ils ont mis un petit tiret de dialogue, alors que c'est la reprise tout simplement du récit. Une étrange lueur apparut sur son visage. Beaucoup pensèrent que c'était la mort toute proche qui brillait dans ses yeux. Mais d'autres, enclins à la suspicion et à la calomnie, firent courir le bruit que M. Golouja était inopinément tombé amoureux. Bien sûr, personne n'osait lui poser de questions, chacun ayant pu se convaincre qu'il avait un grand mépris pour la curiosité humaine. On ne savait rien de plus sur sa vie passée que le jour où, tout maigre dans son costume noir, il avait fait sa première apparition. Il ne restait donc qu'à faire des conjectures en attendant de voir comment les choses allaient tourner. « Il va se tuer ces jours-ci », s'écria quelqu'un, et tous ces messieurs, surtout les plus vieux, se mirent à discuter de la façon dont cela se ferait. Publiquement ou en cachette, le jour ou la nuit, au pistolet ou au couteau. Un joueur enragé ouvrit des paris, et tous ceux qui croyaient à la chance se précipitèrent chez lui, s'arrachèrent à prix d'or des billets jaunâtres frappés d'une effigie grossière de M. Golouja, et pourtant la date et l'heure supposées de sa mort. Presque toute la ville paria, et l'on attendit le dénouement avec émoi, car le lot unique était alléchant. 1 mois de séjour au bord de cette fameuse mer que M. Golouja était renoncé à aller voir. On le garde comme une sorte de leitmotiv, même si la mer, on n'ira jamais, on ne pose pas de là. Mais là, c'est plus Golouja, donc c'est les autres, et c'est la loterie. N'empêche que l'image récurrente revient là, flotter dans le texte. Seules les jolies femmes s'abstenaient de parier, avec un sourire énigmatique, comme si elles-mêmes fussent devenues extralucides. Elles déclaraient « Il ne va pas se tuer, pas encore ». Elles avaient raison. C'est vers cette époque-là qu'il lui vint l'idée que tout cela ne pouvait plus durer et allait mal finir. Il faut bien que tu reprennes le guidon de ton petit vélo, Branimir. Ainsi, par les après-midi de plus en plus courts, au lieu d'aller faire sa sieste après avoir copieusement déjeuné, il restait à la fenêtre jusqu'à la tombée de la nuit, regardant par-delà les eaux troubles de la rivière. Il faut que la rivière revienne aussi dans le récit, les vols de corbeaux affamés tournoyant au-dessus des roseaux. Mais sa crainte fut bientôt chassée par une autre pensée si belle qu'elle l'emplit de repentir et d'inquiétude. C'était l'idée confuse que peut-être il était appelé à de grandes actions que jusqu'à présent le seul hasard lui avait dérobées. Pendant la guerre, par exemple, si je n'avais pas déserté, là aussi on en apprend tout d'un coup un petit peu, comme dans Bartleby, où tout à la fin on nous laisse passer des petites choses comme ça. Peut-être serais-je devenu héros ou général. C'est dans de telles conditions que le surprit un jour le directeur de l'hôtel. Entendant derrière son dos une toux discrète, M. Golouja se retourna, toisa l'importun d'un regard hostile et se remit à contempler l'horizon survolé infatigablement par les corbeaux. « Pardonnez-moi de vous déranger, mais la porte était ouverte et j'ai pensé... » « Vous croyez qu'il n'y a pas assez de moi pour penser dans ce misérable petit hôtel ? Vous réfléchissez encore à la chose. » « Bien entendu, marmonna-t-il d'un ton acide. Et dites aux parieurs qu'ils ont tous perdu. Personne ne peut décider de ma mort ou la prévoir. Elle viendra de ma seule inspiration. » Les jours passèrent, de plus en plus courts et maussades. Vent, pluies et neiges s'abattirent sur la bourgade. Les peupliers dénudés et transis frémissaient au bord de la rivière. Les gens se tapissaient dans leurs maisons et ne sortaient pas sans nécessité. Seul M. Golouja, montrant une fois de plus qu'il n'était pas comme les autres, se promenait chaque jour dans la grande rue, ensuite accoudé au parapet du pont. Il restait à regarder la rivière, luttant contre le gel, jusqu'à ce que le froid se fût glissé sous le pardessus reçu en cadeau
les bottes faites sur mesure et la chaude écharpe de laine tricotée par la douce main d'une de ces dames du matin. À la fin décembre, il eut de la diarrhée et garda la chambre quelques jours, refusant nourriture et boissons, interdisant qu'on lui rendît visite ou qu'on le dérangeât en aucune façon. Il buvait des infusions qu'il préparait lui-même, et quand le directeur de l'hôtel vint lui demander s'il était souffrant, ayant honte d'avouer la vérité, il lui déclara qu'il se consacrait entièrement à la méditation. On en conclut qu'il se préparait par l'ascèse à passer définitivement dans le monde spirituel et qu'il avait l'intention de se suicider dans la nuit du Nouvel An, lorsque la joie collective serait à son comble. Toute la ville en parlait et chacun en avait un peu honte, pensant qu'il voulait bien montrer par ce geste avec quel dégoût il quittait le monde où eux restaient. On vint alors le supplier de surseoir à l'exécution de son projet, d'attendre un jour où chacun aurait plaisir à le pleurer. Il se fit longtemps prier, mais finit par accepter de ne pas leur gâcher les fêtes. Il leur promit même de se faire violence et de célébrer avec eux la nouvelle année. Et en effet, dans la grande salle de l'hôtel, complètement bondée, M. Golouja, guéri, fort à propos de son incommodité, causa l'admiration de tous. Il mangea et but comme s'il y avait pris plaisir. Il alla même jusqu'à chanter 2 chansons, comme si la vie qu'il avait quittée avait encore pour lui de l'agrément. Mais pendant tout le mois de janvier, il ne manqua pas une occasion de rappeler cette nuit-là. « Vous vous réjouissez comme des imbéciles, disait-il. C'est indigne, comme s'il n'y avait pas la souffrance. » « Que voulez-vous » s'excusaient les notables au nom de toute la ville. « Les gens sont incorrigibles. Ils sont comme des bêtes et ne pensent qu'à leur plaisir. Vous pourriez au moins faire un peu attention en ma présence. Vous ne croyez pas que ma destinée appelle un minimum de retenue ?» En apprenant sa juste colère, plusieurs furent pris de honte. Quand ils passaient dans la rue, ils s'abstenaient de sourire, interrompaient leur querelle bruyante, et dans tous les cafés où il entrait, le silence se faisait, ou alors les violentes ciganes, changeant de rythme, attaquaient une mélodie nostalgique ou une marche funèbre. Mais tout à ses pensées, il n'y prenait pas garde et se contentait d'éviter de plus en plus la société des hommes à qui il ne cachait plus son mépris. Cela plaisait énormément aux femmes. Oubliant toute prudence, elle redoublait d'assiduité, déclarant ouvertement que M. Golouja était l'homme le plus extraordinaire qui fût. Vers cette époque-là, les hommes mariés, ils juraient leur grand Dieu qu'ils ne savaient pas ce que c'était que la jalousie, commencèrent à lui proposer fort aimablement des armes éprouvées, vieux Colt, moderne Browning, élégant pistolet de dame. M. Golouja refusait poliment et disait que, par respect pour sa propre mort, il choisirait pour quitter ce monde absurde un moyen plus original. Un beau jour, le meilleur barbier de la ville lui dit qu'il voulait bien l'aider. « Que veux-tu dire » demanda M. Golouja. « Si tu en venais aux fêtes. »« Il ne s'agit pas de fêtes, marmonna le barbier d'un air troublé. « Je ne sais pas ce que c'est que le fait, c'est de l'art qu'il s'agit, cher monsieur, de l'art. »« Eh bien, parle, qu'est-ce que tu attends? Comment dirais-je, avec votre bénédiction, d'un petit coup de rasoir, je pourrais vous trancher la gorge. Mon rasoir est en acier suédois, vous ne sentirez rien du tout. Et si je sens quand même, je vous jure que sur mon honneur, tout sera fini en un clin d'œil, à moins que vous ne préfériez que je vous fasse à gauche du gosier une coupure spéciale qu'on utilise beaucoup dans les pays d'Orient. »« Ce serait magnifique, mais je refuse ton sacrifice, dit M. Golouja, magnanime, car après tu aurais des insomnies et des remords, n'est-ce pas ? » ?»« Au contraire, cher monsieur, s'écria le barbier, ce serait pour moi un grand soulagement. Figurez-vous que depuis mes années d'apprentissage, je suis obsédé par l'envie d'appuyer mon rasoir sur la gorge d'un client. »« Et pourquoi as-tu attendu si longtemps ? » ?»« Au dernier moment, j'ai jamais eu le courage. J'ai la langue sèche, ma vue se brouille, ma main se met à trembler de façon honteuse, si bien que de nombreux clients m'ont demandé si je connaissais mon métier. Bien sûr, je n'ose pas leur expliquer pourquoi ma main tremble. Mais elle tremble tant qu'elle peut. C'est à vous dégoûter. C'est intéressant, murmura-t-il en pâlissant.
Mais que veux-tu si elle tremblait avec moi aussi? Oh que non! Vous, c'est autre chose, Octa le barbier. Vous, vous avez choisi de mourir. Vous venez d'une grande ville. Tout ça m'excite énormément. Silencieux, monsieur Golouja tambourinait, silencieux. Monsieur Golouja tambourinait de ses doigts sur la tablette. Il semblait réfléchir. Soudain, il se leva, ouvrit précipitamment la porte. Il avait envie de crier, mais il n'avait plus de voix, dut faire un effort pour la retrouver, tout étonné de la terreur qui venait de le saisir. Au prix de grands efforts, il finit par dire « À l'avenir, je me raserai moi-même. » « J'ai seulement voulu vous aider, bégaya le barbier. Depuis quelques mois, je me suis si bien habitué à votre cou que j'en suis en quelque sorte tombé amoureux. »« Hors d'ici, assassin !» hurla M. Golouja. La nuit suivante, c'était une nuit glaciale de février. Il eut des cauchemars. Il vit dans ses plus horribles détails le spectacle de sa propre mort. À chaque instant, il se réveillait tout en sueur, haletant. Il finit par se lever et, enveloppé dans une chaude couverture, il fit les 100 pas dans sa chambre en fumant cigarette sur cigarette, prêtant l'oreille aux sifflements étranges et sinistres du vent. Il se sentait seul et désemparé, comme s'il se fût joué lui-même un mauvais tour. Au petit jour, il prit la décision de décamper, au plus tôt, puis il se rendormit, enfin apaisé, en serrant ses genoux dans ses longues mains maigres. L'instant d'après, il souriait, en rêvant de la mer. Il ne se leva que passé midi, déjeuna avec délices, tout ragaillardi par l'idée que l'affreux cauchemar avait pris fin. Il avait l'impression d'aller faire sa dernière promenade dans la grande-rue, et à la nuit tombée, de sortir discrètement et de prendre le premier train vers le sud. Bien sûr, il ne partait pas sans regret, mais il espérait bien qu'il y avait dans le vaste monde quelque autre endroit où il pourrait se fixer et se plaire. L'après-midi, il eut la visite de 7 notables, et à la vue de leurs visages sombres, il sentit dans sa poitrine la brûlure furtive d'une flamèche qui était peut-être un pressentiment. Elle trouva pourtant la force de sourire. « Bonjour, monsieur Golouja. »« Mes jours, vous savez bien qu'ils sont comptés, » répondit-il d'un ton acide. « Excusez-nous, mais c'est justement ce qui nous amène, » dit le plus vieux. « Je ne suis pas bien disposé en ce moment. Revenez une autre fois. » Sans ôter leur manteau et leur pelisse, ils s'installèrent dans la chambre. 4 d'entre eux s'assirent dans les fauteuils, 2 autres s'affalèrent sur le lit, le plus gros s'adossa à la porte et resta debout. « Le moment est venu de s'expliquer, » dit-il en clignant ses yeux obliques. « Est-ce que tout n'est pas clair ? » ?»« Ma foi, non. Vous nous avez promis de vous tuer, il y a déjà bien longtemps. Mais le temps passe, et nous avons l'impression d'avoir été dupés. » « Voyez-vous ça, sursauta-t-il. Mais c'est vous qui m'avez dupé, c'est vous qui m'avez persuadé pour les fêtes de renoncer à l'éternel repos. Et maintenant, en attendant que l'inspiration revienne, il faut que je continue à vous regarder et à vous supporter. Eh bien, nous en avons assez de vous regarder et d'attendre votre fameux repos. Comment osez-vous vous mêler de mon destin » explosa M. Golouja. « Nous en avons le droit, cher monsieur, car votre mort, annoncée avec une ruse perfide, fait maintenant partie de notre vie. Pendant 6 mois, nous vous avons dorloté, nous nous sommes gênés pour vous, nous avons négligé nos affaires et nos intérêts, et vous, pendant ce temps, au lieu de faire votre devoir, au lieu de payer votre dette, vous avez honteusement abusé de notre bonté et de notre patience. Vous avez dilapidé notre argent, joui de tous les plaisirs, semé l'immortalité dans notre société. L'immoralité, jouit de tous les plaisirs et semer l'immoralité dans notre société patriarcale, mot qui a pris un sens différent maintenant, vous avez même engraissé. Et tout cela à nos frais. Non, on se croirait dans Rabelais. Mais c'est vous-même qui avez voulu m'entretenir, s'écria-t-il. Et vous vous trompez lourdement. Si mais c'est vous-même qui avez voulu m'entretenir, s'écria-t-il. Et quand on fait des lectures comme ça, moi,
poses un temps, tu laisses tomber, tu reprends ta respiration, tu peux même prendre ta bouteille, boire un peu, là je ne l'ai pas prise, je pensais lire une demi-heure, pas déborder, et puis ensuite, tu claques comme ça, poc, et après au montage, tu vois bien l'endroit où tu as repris ton énergie. En public, c'est différent, mais justement, tu as l'énergie du public. C'est pas si simple que ça comme exercice. Mais c'est vous-même qui avez voulu m'entretenir, s'écria-t-il, et vous vous trompez lourdement si vous vous figurez que je n'ai pas vu clair dans votre jeu dès le début. Il aurait fallu être bien bête pour ne pas voir que pendant tout ce temps-là, vous vous êtes servi de moi pour votre publicité. Vous aviez le secret espoir que, grâce à ma mort et sans avoir vous-même rien fait pour cela, vous finiriez par figurer dans les journaux de la capitale ou même par paraître à la télévision et imposer ainsi à l'opinion votre insignifiante existence et par-dessus le marché attirer les touristes dans votre bled qui, pour être sincère, m'a toujours paru affreux. « Ah !» hurlèrent-ils tous les 7 à la fois. « C'est comme ça que vous payez votre dette? C'est comme ça que vous nous remerciez ?»« Mais non !» criait M. Golouja, en s'étouffant de colère. « Car il faut faire les comptes. J'exige tout de suite un pourcentage sur le profit que vous avez déjà réalisé grâce à ma naïveté. » « Eh bien, monsieur Golouja, vous êtes une belle canaille, dit quelqu'un, et les 6 autres, pris d'une rage impuissante, firent tous oui de la tête. Si vous continuez à m'insulter, je quitte séance tenante votre sale petit patelin. De toute façon, je suis descendu du train par erreur. Quel train? Vous recommencez à dire n'importe quoi? Comme si vous ne saviez pas qu'il n'y a ici ni grande route, ni chemin de fer. Et pourtant, c'est ce qu'on nous a dit au début du texte. Il baissa la tête. Ouais, je vais vérifier. Quelques jours passèrent, donc au début, effectivement. Non, c'est lui qui le dit. Mais on ne lui dit pas qu'il n'y a pas de chemin de fer quand il dit qu'il est descendu du train par erreur. C'est-à-dire que la réalité de le texte, à mesure qu'il avance dans sa propre temporalité, redéfinit son contexte. Mais à mesure, crée une autre couche de fantastique, d'absurde, ou au contraire, ce petit grain-là qui est aussi tout le temps chez Bartleby. Pourquoi c'est implacable? C'est implacable parce qu'on te le dit. Quel train? Vous recommencez à dire n'importe quoi. Comme si vous ne saviez pas qu'il n'y a ici ni grande route, ni chemin de fer. Il baissa la tête. Resta un moment courbé et silencieux. Là, on imagine que c'est Branimir Szczepanowicz lui-même. Mais où j'en suis là? Pourquoi j'ai écrit ça? Comment je vais m'en tirer si j'ai écrit ça? Est-ce que j'enlève ça, cette phrase, ou est-ce que je continue? Et il décide de continuer. Branimir Szczepanowicz. On aurait dit qu'il était fatigué, n'avait plus la force de leur résister. En fait, il se remémorait la première conversation qu'il avait eue avec eux 6 mois auparavant, quand il lui avait dit que ce maudit train par lequel il était tout de même bien arrivé était une invention. Il s'efforçait de retrouver dans sa mémoire quelques sifflets de locomotive, ou du moins le bruit rude et plaintif des rails. Vous voyez comment il s'en tire. Tu reconstitues une réalité qui, à nous parle, et à une assise totalement réelle. Ces bruits-là de rails, ces images de gare. Il revit en pensée tous les terrains vagues et les friches qui entouraient le bourg et qu'il regardait souvent. C'est-à-dire, ce qu'il regarde, maintenant, il le voit du train, il le construit représenté d'un train imaginaire. Or, comme toutes ces images, nous-mêmes, on en est lestés, où est la réalité? La réalité tient toute seule dans l'instant présent du village. Et la remémoration que tu fais, tu ne peux plus la signer
à une temporalité précise. Et là, tout d'un coup, tu échappes vers le sommet. En fait, il se remémorait la première conversation qu'il avait eue avec eux, 6 mois auparavant, quand il lui avait dit que ce maudit train, par lequel il était tout de même bien arrivé, était une invention. Il s'efforçait de retrouver dans sa mémoire quelques sifflets de locomotive, ou du moins le bruit rude et plaintif des rails, mais il ne se rappelait rien. Il revit en pensée tous les terrains vagues et les friches qui entouraient le bourg, et qu'il regardait souvent au cours de ses promenades, en songeant avec un regret involontaire au bruit et au tumulte de la grande ville, mais ne retrouva malheureusement pas la moindre image de ballast ou même de scorie. Mon Dieu, comment en suis-je arrivé là? Se demanda-t-il. Et nous aussi, en sentant venir un frisson de terreur. Qu'est-ce qui vous préoccupe tant, ricana celui qui était adossé à la porte. Il y a peut-être un autre moyen de partir d'ici. M. Golouja le regarda sans mot dire, mais avec une telle impression de désarroi qu'il continua sur un ton plus aimable. Tenez, par exemple, vous pourriez descendre la rivière, vous arriveriez au nord en un clin d'œil. Je ne sais pas nager, sursauta-t-il. C'est bien pour ça qu'on vous le propose, dit le plus vieux en éclatant de rire. Vous dites des bêtises, ricana M. Golouja. C'est tout de même moi qui décide de ma vie. Détrompez-vous. Votre vie nous appartient, car vous nous avez humiliés. Et là, tu oublies tout le truc et tu reviens à l'implacable. Et là, c'est pas l'implacable de l'illusion ou du réel ou du fantastique, c'est l'immédiat. Et le pire, c'est que nos femmes ne parlent que de vous. Elles nous vexent et affirment que vous êtes un homme exceptionnel. Les femmes remarquent toujours les vrais hommes, chuchota-t-il avec une fierté non dissimulée. Et il jeta dans le miroir un regard à son visage qui, depuis quelque temps, lui plaisait de plus en plus. Nous dirons à nos femmes que vous êtes un poltron, et quand elles sauront à qui elles ont affaire, toute la ville vous méprisera. Mais la ville m'adore, s'écria-t-il. Elle ne vous en méprisera que davantage. Attendez, mais je n'ai menti à personne. Je vous jure que ma parole tient toujours. Nous nous en fichons pas mal de votre parole. Elle ne vaut rien du tout tant que vous êtes vivant. C'est hier que nous avons fini par comprendre ça, quand vous avez montré au barbier votre peur honteuse de la mort. C'était un simple malentendu, dit-il d'une voix tremblante. Alors, mettons-nous bien d'accord tout de suite. Prouvez-nous que vous avez au moins un peu d'honneur. M. Golouja alla à la fenêtre. De ses doigts engourdis, tira le rideau de dentelle. Au dehors, la brume d'hiver s'épaississait déjà en une ombre glacée qui lui parut s'élever au-dessus de lui comme une plaque de marbre noir. Il sentit le froid gagner ses jambes, et pour la première fois depuis longtemps, il regretta désespérément sa petite chambre mansardée et la vie impersonnelle et vide qu'il avait fui. Il se retourna vers ses visiteurs. Le pardessus boutonné, froissant machinalement entre leurs mains, il se retourna vers ses visiteurs. Le pardessus boutonné, froissant machinalement entre leurs mains leur bonnet de fourrure, ils attendaient ses explications. « Fils de chienne », pensa-t-il. Puis d'une voix qu'il ne se reconnut pas, il leur demanda « Quel jour est-ce demain ?»« Dimanche, si vous le voulez bien, cher monsieur. »« Eh bien, demain, attendez-moi sur le pont, » dit-il d'un ton décidé. Quand ils furent partis, M. Golouja se mit à l'œuvre sans perdre un instant. Il emplit rapidement 2 grandes valises jaunes, enfila son pardessus, enfonça jusqu'aux yeux son chapeau noir, puis il ouvrit la porte avec précaution. Hélas, 2 de ses visiteurs les plus vigoureux se tenaient dans le couloir. Ils lui sourirent comme s'ils l'avaient attendu. « Tiens, dit-il, vous êtes encore là? Eh bien, vous voyez, j'allais faire un tour. Gardez-vous-en bien, conseilla le plus solide, vous pourriez
pourriez attraper un rhume, et reconnaissez que ce serait fâcheux, car demain, on pourrait s'imaginer que vous pleurez. » Il rentra dans sa chambre, ferma la porte à clé. Il resta là quelques instants, à côté de ses valises, incapable de bouger ou d'entreprendre quoi que ce fût. Il tremblait. « Mon Dieu, mais ils sont réellement devenus fous !» pensa-t-il. Il alla à la fenêtre pour mesurer la hauteur d'où il allait devoir sauter. Mais dans le clair de lune glacée qui lui révéla le plus beau paysage qu'il eût jamais vu, il aperçut 3 de ses visiteurs en pelisse, coiffés de fourrure, armés de bâtons. Il faisait les 100 pas dans la cour et, levant la tête, surveillait sa fenêtre éclairée. L'un des deux lui fit même un signe. M. Golouja recula de quelques pas et tendit nerveusement la main pour saisir le téléphone. L'appareil ne fonctionnait pas. « Ils ont tout prévu, » pensa-t-il, et il se mit à pleurer. Dehors, le vent hurlait si fort qu'il n'essaya pas d'appeler au secours. D'ailleurs, il savait que tous s'étaient ligués contre lui et que dans cette nuit presque irréelle, personne ne lui répondrait. À bout de ressources, il se laissa tomber sur le lit, la tête rejetée en arrière, les bras croisés sur la poitrine, le cerveau vide. Il semblait s'être abandonné au destin. Au point du jour, ils frappèrent à sa porte et l'invitèrent à se lever tout de suite. S'il avait vraiment l'intention de mourir dignement. J'ai pas respecté cette ligne blanche qui a du sens chez lui. Au point du jour, ils frappèrent à sa porte et l'invitèrent à se lever tout de suite. S'il avait vraiment l'intention de mourir dignement, avec l'adverbe déporté sur la fin de la phrase. Mais ça, c'est le traducteur, je sais pas l'écriture serbe. Je n'ai pas le texte en langue originale. Il ne s'étonnait plus de rien, mais il ne redoutait plus le règlement de compte qu'il attendait, car au cours de la nuit, au paroxysme du désespoir, il avait réussi à trouver un moyen de s'en tirer. Maintenant, il restait étendu, caché, tranquille et silencieux. Il trouvait du plaisir à les entendre s'agiter et dire qu'il avait pu se sauver par la cheminée ou se pendre au lustre. Ce n'est que lorsqu'ils entreprirent d'enfoncer la porte qu'il s'écria d'un ton furieux. « Vous n'avez pas honte? Vous pourriez au moins me laisser dormir une dernière fois ?» Dans le corridor, le silence se fit, puis une voix conciliante dit avec douceur « Dormez, monsieur Golouja, nous attendrons le temps nécessaire. » Bien sûr, il ne songeait nullement à dormir. Mais il n'était pas non plus pressé de sortir. Il se rasa posément, en prenant bien soin de ne pas se couper. Il s'habilla avec encore plus de minutie, accordant les couleurs de sa chemise, de sa cravate et de ses chaussettes à son costume bleu clair. Ensuite, il passa un long moment à se regarder avec complaisance dans le grand miroir, comme quelqu'un qui va à une noce ou à une cérémonie importante. D'ailleurs, il n'avait plus peur. Il pouvait choisir entre 2 possibilités qui toutes 2 sauvaient à la fois sa vie et son prestige. Si les 2 échouent, eh bien ma foi, il me restera mes jambes, chuchota-t-il, et nous verrons bien qui court le plus vite, ma peur ou leur colère. Comme d'avoir tout bien conçu et calculé, il commença même à siffloter. Enfin, d'un geste énergique, il ouvrit la porte toute grande. Il venait d'opter pour le premier stratagème qui semblait le plus approprié. « Tiens, vous êtes déjà prêts ?» s'écrièrent tout joyeux ces visiteurs de la veille. « J'ai toujours été prêt. Car la mort est ma vraie vocation, dit-il. Malheureusement, il va falloir attendre un peu. Pourquoi donc, puisque tout est bien décidé? D'ailleurs, les gens sont déjà assemblés sur le pont. »« C'est justement pour ça, sourit-il. » Et de 2 doigts jaunis par la nicotine, il caressa mollement ses fines moustaches lovées comme des sangsues. Parmi ces gens, il se trouvera tout naturellement des représentants des autorités locales, et même ici, les autorités sont tenues d'empêcher les gens de se tuer ou de tuer les autres. Ne vous inquiétez pas pour ça, monsieur Golouja. Tous les officiels sont partis ce matin faire du ski. Quelle coïncidence, dit-il en s'étranglant. Au contraire, ils ont fait exprès de s'éloigner pour ne pas vous gêner. Quelle sollicitude, dit-il
En lançant des regards à droite et à gauche, il se demandait s'il fallait continuer à braver le destin ou prendre la fuite tout de suite. Cependant, avec la plus grande déférence, ils le prirent sous les bras et le conduisirent dehors avec précaution. Il n'opposa aucune résistance. Il sera toujours temps de fuir, pensa-t-il, mais je dois essayer de sauver aussi l'honneur. Il marchait lentement sous les peupliers dénudés, aux branches desquels se balançaient des corbeaux parés de givre. Il se répétait en lui-même le discours qu'il avait préparé. Tous ces mots choisis et touchants, grâce auxquels il pensait susciter des sanglots. Un cri ou une pâmoison chez l'une ou l'autre de ces dames du matin, alors sans perdre la face, il renoncerait à son dessein, par égard, dirait-il, pour cette dame respectable dont le cœur, à l'annonce du spectacle de sa mort tant désirée et enfin toute proche, semblait vouloir éclater de désespoir. Ce deuxième stratagème, prévu dans les moindres détails, lui rendait sa confiance déjà ébranlée tandis qu'il s'approchait du pont d'un pas de plus en plus mal assuré et avec un visage de plus en plus pâle. Pour dominer tout à fait la peur de la mort dont il avait senti l'odeur la veille au soir, il se mit à siffloter d'un air de défi. Quand il atteignit le pont, il entendit des gens chuchoter qu'il sifflait joyeusement pour faire ses adieux à la vie dont il était là. Levant la tête, il embrassa d'un regard embué la foule compacte qui avait envahi le pont et les bords de la rivière. Il lui sembla que toute la ville s'était assemblée pour lui dire adieu, avec des cris d'enthousiasme et tout le faste qui s'imposait. Transporté par ce spectacle, il oublia sa peur. Agitant à la ronde son chapeau qui avait la couleur de la mer, il essaya de rendre au moins quelques saluts à cette foule ondoyante qui s'écartait pour le laisser passer. « Tout ça à cause de moi ?» pensait-il, ravi. « Ils ont les yeux fixés sur moi et attendent, tout tremblant, ce que je vais faire. Mon Dieu, c'est l'instant que j'ai toujours tant désiré. » Et soudain, dans sa conscience troublée par l'orgueil, scintilla l'idée dangereuse que pour cet instant-là, qui rachetait toute l'amertume de sa vie passée, cela valait la peine de mourir sans un regret. Mais il rejeta aussitôt cette pensée et à tout hasard commença le discours qu'il avait soigneusement mis au point. « Merci d'être si nombreux. Voici donc venu l'instant des adieux, et il ne nous reste plus qu'à regarder une dernière fois en nous et nos vies insignifiants. »« Laisse-toi tranquille et occupe-toi de tes affaires » cria quelqu'un. M. Golouja demeura interdit. Mais soudain, dans cette masse immobile et muette, il eut la joie de reconnaître plusieurs des femmes sur la sensibilité desquelles il comptait. Elles étaient toutes sur leurs 31. Et comme par un fait exprès, plus belles que jamais, car leur tristesse, cachée sous des sourires à peine perceptibles, illuminait leur visage de cette distinction particulière qui n'appartient qu'à la douleur contenue. Puis il aperçut quelques vieillards impotents. Troussés dans des couvertures bariolées, ils étaient assis sur des tabourets et, claquant des dents, attendaient patiemment de lui survivre à lui aussi. Il ne prêta nulle attention aux gamins qui se pressaient autour de lui et lui tiraient la langue. Il était trop occupé par la présence des notables, dont les visages sombres et dignes le rappelaient à la prudence. « Il faut les amadouer, pensa-t-il. » Il entreprit de les assurer que dans leur charmante localité, qu'il avait découverte trop tard pour pouvoir changer d'attitude vis-à-vis de la chose, il avait, de façon inattendue, vécu des instants merveilleux, s'était fait des amis comme il ne se souvenait pas d'en avoir eu. Et maintenant, au moment de partir pour toujours, comme il le leur avait promis autrefois, il ne pouvait s'empêcher de se demander si quelqu'un d'entre eux le regretterait ou se souviendrait de lui. Il voulut s'assurer tout de suite de l'effet produit par ces paroles où il plaçait tout son espoir. Il examina attentivement les visages qui l'entouraient, mais il demeurait impassible, immobile, glacial. Et même les femmes avec qui il avait passé ces matinées délicieuses ne manifestaient pas la moindre intention de s'opposer à son dessein. La tête inclinée de façon charmante, elle lui souriait d'un air énigmatique,
comme si, en cet instant, elle s'était contemplée elle-même. En vain les implorait-il du regard de se laisser aller, de sangloter sur son destin. Elles lui parurent encore plus absentes, comme prisonnières de quelque envoûtement. Soudain, M. Goluja sentit avec effroi qu'elles attendaient sa mort passionnément, et avec encore plus d'avidité que le reste de la foule, et que, s'il restait en vie, tout ce qu'elles avaient vécu avec lui perdait son sens et sa beauté, qui étaient ceux mêmes du destin dont elles voulaient porter la marque. « Me suis-je trompé ?» murmura-t-il. Pourtant, il ne voulut pas y croire tant qu'on ne lui eût pas dit rudement de se dépêcher de faire ce pourquoi ils étaient tous là. Ils ont froid, pensa-t-il, et il parcourut encore une fois la foule d'un regard étonné. Les femmes souriaient toujours d'un air mystérieux, les enfants grignotaient soigneusement des pommes, les tziganes, peut-être par erreur, jouaient en guise de marche funèbre une joyeuse mélodie. Les vieillards aux cheveux blancs hochaient la tête en somnolant sur leurs bancs, visiblement satisfaits que la mort, une fois de plus, frappât quelqu'un de plus jeune qu'eux. « Adieu mon prestige » tressaillit M. Goluja, et il décida de prendre ses jambes à son cou. Bien sûr, il ne voulait pas implorer leur pitié. Il n'était pas capable de s'humilier à ce point. « Je vais me sauver » pensa-t-il. C'est évidemment le plus honnête et peut-être aussi le plus sûr. Mais les corps serrés comme un mur vivant ne lui laissaient qu'une possibilité, la pire de toutes. Enjamber le parapet du pont auquel il était maintenant adossé et sauter dans la rivière. À bout de ressources, il sourit quelques instants sans comprendre. Puis, dans son désespoir, il lui vint l'idée que peut-être en marchant sur le parapet, il réussirait à atteindre l'autre rive, ces nappes de brouillard où il disparaîtrait en un clin d'œil. Sans hésiter, il se hissa sur la murette, aux acclamations et aux applaudissements de la foule. Peut-être en profitait-il pour se réchauffer les mains. Quoi qu'il en soit, il eut à nouveau, en un éclair, la pensée inhumaine que le mieux était encore de mourir. Sans prendre garde à cette tentation, les bras au ciel, il envoya un salut plein de dignité à son escorte, et d'une voix assourdie où on ne pouvait déceler ni regret ni frayeur, il s'adressa à la foule debout à ses pieds. « Pourquoi ne me chantez-vous pas quelque chose ? C'est tout de même l'instant le plus joyeux de mon existence. » Ils entonnèrent le « Requiescat in pace » et lentement, avec précaution comme un aveugle, il s'avança sur les larges pierres du parapet. Ses muscles étaient tendus et son esprit concentré sur les mouvements accélérés de ses longues jambes et de ses bras levés grâce auxquels il maintenait son équilibre. Il regardait droit devant lui le lointain grisâtre que n'effleuraient pas encore les corbeaux agités. Mais quand il arriva au milieu du pont, son regard descendit vers la rivière. Elle coulait plus silencieuse et plus lente que jamais, comme si d'un instant à l'autre, elle allait s'arrêter pour l'attendre. Mais quand il arriva au milieu du pont, son regard descendit vers la rivière. Elle coulait, plus silencieuse et plus lente que jamais, comme si, d'un instant à l'autre, elle allait s'arrêter pour l'attendre. Cela lui fit tourner la tête. Il s'arrêta brusquement et la foule cessa de chanter. Dans le silence soudain, on n'entendait que le hurlement du vent dans les hauteurs. M. Goluja baissa la tête. Il lui semblait qu'il écoutait les derniers battements de son cœur. En fait, sentant qu'il ne pouvait plus faire un seul pas, ni tenter rien d'autre qui pût le sauver, il fut pris d'une grande honte à la pensée de l'humiliation qui l'attendait. Il dit alors d'une voix changée : « Frère, je me suis quand même trompé dans mes calculs. Votre insignifiante rivière va m'emporter vers le nord. » « Est-ce que ça a de l'importance ?» dit quelqu'un. « Bien sûr que oui. Vous savez parfaitement que même mort, j'ai toujours eu envie d'aller au sud. »« À la mer ?»
dit une voix. Ce motif récurrent qui devient tout le temps obsédant. Monsieur Golouja hocha la tête d'un air désemparé. Il sentait qu'il allait pleurer honteusement devant tout le monde. Chose étrange, il ne put qu'éclater d'un rire hystérique clamant. Chose étrange, il ne put qu'éclater d'un rire hystérique clamant ainsi contre son gré, son immense détresse. Il rit longtemps. Il tremblait de tous ses membres en se penchant au-dessus du vide. La foule qui n'y comprenait rien t'applaudit une seconde fois. Ils étaient émerveillés de voir qu'à l'instant suprême, il était capable de se moquer de la vie et de sa propre mort. Distinguant à peine cette masse sans visage qui s'approchait comme une vague, M. Golouja sentit que la peur dans ses serres de fer commençait à lui tirailler les entrailles, et il s'apprêtait à avouer publiquement son épouvante et à les supplier de lui pardonner de n'avoir jamais eu envie de mourir. Mais avant d'avoir réussi à tirer de lui-même un seul mot, il trébucha soudain. Ce n'est qu'en agitant ses longs bras de façon comique et désespérée qu'il parvint à se rétablir et à remettre son corps mal fait en équilibre dans l'espace et dans le temps. En équilibre dans l'espace et dans le temps. Soudain, il n'y a plus que lui et la galaxie tout entière. Ravi, il murmura « Il y a un Dieu ». Mais au même instant, son pied gauche glissa. Surpris d'être trahi par de vulgaires semelles de caoutchouc, il le lâcha avec amertume. Il n'y en a pas. Et de fait, il ne pouvait plus y avoir rien pour lui. Là, le traducteur, il est fort, parce que je ne sais pas ce qui se passe dans la langue serbe, mais il installe une espèce de hiatus décalé, là, et de fait, virgule, il ne pouvait plus y avoir rien pour lui. Le rien est totalement dans une syncope déportée de la syntaxe. Bon. Mais en tombant la tête la première, au-dessous de lui, il la vit, la mer, immense et tapie. Elle l'attirait dans ses profondeurs bleues où l'attendaient déjà les cieux enchaînés, les étoiles palpitantes et inaccessibles, dont la poussière rougeâtre éclairait sa descente vers cette beauté encore jamais vue et jamais soupçonnée, de sorte qu'en sa conscience s'éteignit instantanément le terrible blasphème adressé au monde qu'il quittait. C'est ainsi que tout le monde vit M. Golouja sauter vigoureusement en arrière, tournoyer comme un acrobate, puis le corps tendu comme un arc, flotter dans le ciel comme si, en cet instant long et invraisemblable, il avait été surpris par quelque chose ou que, dans son désir de se moquer une fois encore des autres, il eût cherché un moyen de s'envoler. Dans le silence total, personne ne bougeait. Tous avaient le souffle coupé par la joie et l'attente, mais juste au moment où il semblait qu'un miracle allait peut-être se produire, M. Golouja, comme une pierre lancée avec force, se précipita dans la rivière. Les vieillards se levèrent de leurs tabourets et se signèrent. Les femmes regardèrent leurs maris avec mépris. Les maris baissèrent la tête, conscients qu'ils devraient désormais admirer encore davantage cet inconnu, car son destin, qu'ils enviaient déjà, les forçait à voir enfin l'insignifiance de leur vie. Et puis quelqu'un cria « Et s'ils savaient nager ?» Plusieurs personnes s'élancèrent vers le parapet du pont, et ceux qui étaient sur la berge coururent le long de la rivière. Mais le long corps de M. Golouja apparut un instant à la surface de l'eau, puis disparut à tout jamais. Ceux qui avaient douté de lui eurent honte. Celui qui avait crié tout à l'heure cria de nouveau. M. Golouja a tenu parole. Il n'a pas trompé notre attente. Vous l'avez vu partir vers le nord, vers le ciel, dit un vieillard. Qu'il repose en paix.
Bon, on va dire que c'était un numéro double. Puis là où j'en suis, alors pourquoi pas chaque dimanche un numéro double? Ouais, moi, je comprends. Je comprends pourquoi j'ai besoin de ça. C'est un livre que j'ai depuis 20 ans, 30 ans avec moi. Est-ce que je le relis souvent? Non. Est-ce que je redécouvre parce que je le lis sans pouvoir sauter un seul signe de ponctuation? Bah ouais.